Nostromo de Joseph Conrad. Une république imaginaire d'Amérique du Sud, la Costaguana, une ville portuaire, Sulaco, et au centre une mine d'argent, San Tomé, qui attire tout, les capitaux, les convoitises et les révolutions. On se dit, il y aura des uniformes, des coups de feu et des héros. Il y en a, oui, mais on comprend vite que le vrai protagoniste, ce n'est ni un soldat ni un politicien, c'est le métal, l'argent qui luit, l'argent qui pèse, l'argent qui décide. Le dispositif est ample et précis. Conrad installe une polyphonie qui tourne autour de la mine comme des bateaux autour d'un phare. Charles Gould, héritier obstiné, veut faire de San Tomé une force de stabilisation. Les intérêts matériels comme un mantra. Madame Gould, Emilia, a la lucidité douloureuse de ceux qui voient la charité devenir paravent. Dr Monningham, cynique redressé par la honte, lit chacun comme un dossier. Antonia Avellanos et le journaliste de coup rêvent de libéralisme propre dans une réalité qui salit tout. Et puis il y a Nostromo, capataz des Carcadores, homme de confiance, bras droit de tout un port, mythe vivant à force d'efficacité et de panache. Sa réputation est sa monnaie. Il ne possède rien, il vaut tout. C'est là que Conrad plante sa mèche. Les enjeux sont clairs, terribles. Qui gouverne réellement un pays ? Un président qui tremble ? Un godillot de passage ? Ou bien la mine qui finance, rassure, achète des loyautés, fait venir le chemin de fer, impose des garanties, et ce faisant, déplace la frontière entre politique et commerce. Conrad ne donne pas une thèse, il montre une mécanique. À chaque crise, le même réflexe, sauver les lingots. Quand la rébellion du général Montero menace Sulaco, l'urgence n'est pas de sauver les gens, c'est d'éloigner l'argent. On embarque l'argenterie du pays sur une simple chaloupe de nuit au large. Scène centrale, le clapot, la houle, le souffle court de 2 coups et la présence muette de Nostromo, qui rame dans le noir avec sa légende sur le dos. C'est là que le roman bascule, l'expédition tourne à la dérive. 2 coups, enfermé dans sa solitude comme dans un tambour, se délite. Nostromo, jusque-là figure d'acier, devient un homme qui hésite, qui cache, qui calcule, ou plutôt que le destin force à calculer. Une partie du trésor finit dissimulée sur un îlot. Le secret creuse son lit, et le héros de la ville, devenu le dépositaire de ce secret, se retrouve pris dans une contradiction pure. Pour garder sa gloire d'homme désintéressé, il lui faut mentir à tous. Pour vivre enfin au-delà de sa réputation, il faut que l'argent lui appartienne. On entend la scie. La légende qu'on vous colle au front peut finir par scier votre nuque. Les forces de ce livre, c'est la structure d'abord en spirale. Conrad avance, recule, change d'angle, revient sur une scène par un autre témoin. On croit savoir, et en fait on réapprend. Ce montage donne à l'intrigue une densité presque cinématographique avec des arrêts sur image qui serrent, la salle de dépôt transformée en sanctuaire, le visage de Madame Gould quand elle comprend le prix de la stabilité, la solitude phosphorescente d'une île, le vieux Giorgio Viola, républicain de la première heure, qui tient son auberge comme une barricade de mémoire. Ensuite la géographie morale. Le golfe de placidité n'a de placide que le nom. Le port est une gorge, la voie ferrée ressemble à une ligne de fracture. La langue, enfin, anglais tendu. Ici magnifiquement rendu en français. Période ample, image nette, un classicisme qui bouillonne. À l'oral, il faut conduire la phrase comme une péniche, lente, puissante et précise. Nostromo lui-même mérite une halte. C'est un héros moderne, c'est-à-dire ambigu. Il ne parle pas beaucoup, il agit et il brille. Sa valeur vient du regard des autres, patron de cœur, demi-monde, qui le hisse comme un totem. Cette huppe de gloire finit par lui peser. Quand l'argent s'intercale, il croit pouvoir se payer enfin ce que le prestige ne donne pas, une vie à soi, une existence qui ne soit pas une vitrine. Mais la réputation est une chaîne en or. Elle brille, elle ligote. Sa liaison clandestine avec Gisèle Viola, sa querelle muette avec Linda, l'autre sœur, montre un homme pris entre 2 images de lui-même. Sa fin brutale et ironique achève la démonstration. On meurt aussi de ce que les autres attendent de nous. Les faiblesses, il y en a, surtout si l'on vient chercher un pur page-turner. Conrad prend son temps. Les premières centaines de pages posent la topographie, les intérêts, les voies.
on peut s'impatienter. Certains discours d'hommes de bureau, Captain Mitchell, par exemple, conteur prolixe de son propre génie, font sourire puis fatiguent. Et la Costaguana est une invention européenne. Les Monteros de service peuvent parfois virer au cliché de l'instabilité latine. Mais l'ensemble résiste par sa justesse des engrenages. On est moins dans l'exotisme que dans l'analyse. Peu importe le pays, la mine demeure, et avec elle, la tentation de soumettre le politique à l'extraction. Pourquoi lire ce livre ? Parce que c'est un roman laboratoire sur la manière dont l'économie privatise le politique sans que personne n'ose le dire explicitement. Parce qu'il rappelle que la gloire est une drogue sociale et que les héros sont souvent des salariés de nos attentes. Parce que sous le vernis de l'aventure, il pose la meilleure des questions contemporaines. À partir de quel moment, ce qu'on sauve nous perd ? On croyait qu'il suffisait de mettre l'argent à l'abri pour mettre la ville à l'abri. Conrad nous souffle l'inverse à l'oreille. Parfois, c'est l'argent qu'on planque qui finit par nous voler, jusqu'à notre propre visage. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.